Une femme qui a pris conscience de ses capacités, qui a fait preuve de ses capacités, elle n'a pas besoin de négocier la place qu'elle veut. Parce que moi, je rencontrais des femmes qui n'ont pas de diplôme, mais elles savent ce qu'elles veulent. Mais aussi l'éducation est de base, et de savoir-vivre, et tout ce qui a confiance en soi et tout, c'est aussi important. Et c'est comme ça, à chaque fois quand une femme leader fait une action, elle devrait réfléchir en termes de la future génération. Donc pour moi, c'est qu'il faut d'abord qu'on commence par l'éducation. Que ça soit formel ou informel, je m'en fous, mais que seulement ces femmes-là soient éduquées. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue encore dans notre chère et bonne émission Femmes Totem. Avant de commencer, je vous prierai de liker, partager, commenter et suivez-nous en maximum. Je suis Caleb Lokani et notre plateau est tellement féminin comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous aurons encore une autre invitée de marque, une femme leader, une femme totem, et vous aurez à la découvrir. Mesdames, messieurs, je vous prie d'être concentrés, de nous suivre à maximum. Invitez aussi les gens à nous suivre parce que ce que nous passons en ce moment et ce que nous sommes en train de vous communiquer, c'est tellement important pour le développement de la femme. Nous avons comme invitée une femme juriste, elle est juriste de formation, écoféministe, chercheuse en droit numérique. C'est pas tout, elle est aussi activiste féministe engagée contre les violences sexuelles et sexistes dans la région de ressources naturelles, mais aussi en protection de l'environnement. Elle s'appelle Madame Crispine Nguena. Bonjour Madame. Bonjour Madame Calais. Bienvenue sur notre plateau de Femmes Totem. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous en tout cas. Ah, le plaisir est partagé. Et nous pensons que nous savons et nous espérons que nous allons vraiment passer de bons moments. Voilà. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous sommes en train de parler du leadership féminin. Nous attendons parler du leadership féminin et nous voulons savoir tout ce qu'il y a dedans. Voilà pourquoi Madame Crispine Nguena est très mieux placée parce que c'est une leader, si je me trompe. Madame? Non, je suis une leader. Ok, vous pouvez un peu nous parler de vous? Ah, déjà, c'est compliqué. Parler de moi, c'est vaste. C'est beaucoup de choses au même moment. Ok. Mais je suis, comme tu l'as dit, je suis Crispine Nguena. Je suis une juriste de formation. Donc, j'ai une licence en droit public interne international. Et puis, je suis activiste féministe. Alors, je travaille plus sur les questions de participation de femmes dans la gestion de ressources naturelles et aussi la protection de l'environnement, avec l'aspect plus sur la justice climatique. Et la participation de la femme dans la gestion de ressources naturelles, c'est une question qui m'intéresse de plus parce que ça va nous permettre de lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans ce secteur-là qui est à prédominance masculine. Okay. Donc, et puis actuellement, je m'intéresse sur les questions digitales avec l'aspect violence basée sur le genre en ligne, la sécurité des femmes en ligne, parce que le monde où on est en train d'aller, c'est un monde qui se veut digital et qui nécessite vraiment une implication et une participation égale, une prise en compte des besoins prioritaires des femmes et plus leur sécurité parce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à être en sécurité sur les espaces numériques parce que c'est pas plus protégé et les besoins des femmes ne sont pas plus pris en compte par les opérateurs dans ce sens. Ok, merci beaucoup. Alors, en tant que femme leader, Madame Crispine, quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels les femmes leaders sont confrontées? Bon, au fait, déjà, cette comparaison qui s'est faite autour de capacités des hommes et des femmes, c'est les plus grands défis parce que ça fait tendance à... On est en train de se mesurer alors que c'est pas ça. Je pense que les femmes veulent juste s'affirmer, mais elles ne sont pas en compétition avec personne. Mais déjà, dans la société, c'est qu'on essaie de comparer les compétences masculines face aux compétences féminines, ça ne va pas. Et déjà, c'est un défi majeur parce que les femmes n'auront plus leur mesure
des progrès, mais elles seront en train de se mesurer par rapport au progrès des hommes. Ce qui constitue des défis majeurs. C'est que moi, je pense. Il y a l'autre question, c'est par rapport à l'aspect espace de coaching et des espaces de mentorat qui ne sont pas trop à la portée des femmes. Parce que si je peux essayer de poser des questions, je l'ai déjà essayé auprès de certaines femmes, qui est ton mentor? Et non pas parce que les concepts ou bien la pratique de ces mentorats-là n'est pas d'actualité dans notre sphère. Mais il y a aussi actuellement la question des sécurités. C'est un défi majeur parce qu'on ne s'exprime pas trop comme on le voulait, comme on le pensait, parce qu'on craint telle ou telle autre chose. On ne sait pas quel propos tenir, quel propos ne pas tenir, alors que ça servirait peut-être à une autre femme pour la booster ou bien la permettre d'avancer. Donc, pour moi, j'ai résumé le grand problème ou bien les défis de femmes leaders en ça, mais j'ai oublié quelque chose, c'est aussi la participation ou bien la représentativité dans les instances de prise de décision. Ça aussi, c'est un défi parce que les femmes, elles ne sont pas représentées vraiment suffisamment comme il le fallait. Et c'est un défi parce que il y a des aspects de développement des femmes qui ne seront pas prises en compte tant qu'elles-mêmes elles ne participent pas à ça. Donc, je peux résumer seulement les défis en 4, et comme je l'ai dit, la question de sécurité, le mentorat, cette comparaison des capacités des femmes par rapport à celles des hommes, et aussi cette question de manque de cercle de mentorat et tout. Alors, parlons de cercle de mentorat et la prise de décision. Là, je vois une femme à la direction, ou bien à une poste de direction. Pendant que, pardon, madame, vous allez voir dans plusieurs entreprises, quand nous parlons de la direction, nous voyons le PDG. C'est rare de voir une PDG, c'est rare de voir une directrice. Alors maintenant, comment on peut encourager ce genre de femmes qui n'ont pas peut-être ces accès-là? Comment les encourager à accéder à ce poste? Déjà, je n'aime pas qu'on donne on ait pitié de nous, on nous donne des espaces. J'aime pas ça. Okay. Donc, et c'est la tendance que quand on parle de femmes dans les instances de prise de décision, c'est la tendance qu'on fait parce que ça, c'est dégueulasse quand tu rencontres une directrice, mais quand elle te parle, tu te poses la question, bon, est-ce qu'elle comprend même ce qu'elle est en train de dire? Parce qu'on nous a donné. Mais moi, je préfère plutôt qu'on a mérité ces postes. Certainement, on a besoin qu'on nous booste, mais on mérite ce poste. Donc, pour moi, le travail devrait se faire en amont, pas en aval. Ça signifie, c'est pas on se réveille un matin, on commence à nommer les PDG par-ci, par-là, femmes. Bon, en fait, c'est pas ça ma conception des femmes aux instances de prise de décision. Moi, je pense que le travail devait se faire en amont dans le sens où il faut d'abord investir dans l'éducation des jeunes filles. Dans le sens où une femme qui a pris conscience de ses capacités, qui a fait preuve de ses capacités, elle n'a pas besoin de négocier la place qu'elle veut. Elle prend. Donc si par exemple, on a pris le temps d'éduquer sa fille, c'est une lionne qu'on a mis dans la communauté, elle va prendre tout ce qu'elle veut avoir. Que le système le veuille ou pas, elle va prendre ça. Parce que déjà, c'est un mental qu'on a donné depuis le début jusque là où elle est. Mais par contre, la tendance, c'est qu'on veut venir gérer le problème. On vient trouver des solutions palliatives au lieu de trouver des solutions dans le fond. Quand déjà on n'éduque pas les jeunes filles, on ne va pas avoir des femmes dans l'instance de prise de décision, ça va de soi. Et si on a des femmes là-bas, ça ne sera pas vraiment des femmes qu'il faut à la place où on va le mettre. Donc, pour moi, c'est qu'il faut d'abord qu'on commence par l'éducation. Que ça soit formel ou informel, je m'en fous. Mais que seulement ces femmes-là soient éduquées. Parce que moi, je rencontrais des femmes qui n'ont pas de diplôme, mais qu'elles savent ce qu'elles vaut, elles savent ce qu'elles veulent, et elles arrivent à apprendre ça. Donc, je pense que pour permettre à avoir... et même ces cercles de mentorat, et avoir même plusieurs femmes dans les instances de prise de décision, il faut commencer par l'éducation. Et l'éducation, comme je l'ai dit, est formelle et informelle. L'éducation scolaire, c'est important.
mais aussi l'éducation est de base et des savoir-vivre et tout ce qui a confiance en soi et tout, c'est aussi important. Et c'est que par moment, on peut être bien éduqué sur le plan scolaire, mais on manque cette partie savoir-vivre, confiance en soi, se connaître et tout. Et puis, on n'arrive pas au fait à aller très loin, malgré tout ce qu'on peut avoir comme background de l'école. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours commencer par là pour produire des leaders qu'il faut à la place qu'on veut vraiment le mettre. Alors, madame, moi, ça m'intrigue un peu. Vous dites qu'il faut l'éducation et tout. Alors, il y a une femme qui peut avoir tout ce que vous venez de dire là. Mais elle est contrainte en disant que je n'y arrive pas parce que je n'ai pas cet accès-là. Okay. En tant que femme. Parce qu'il y a des fois, vous voyez une femme et on l'a dit, toi tu es une femme, tu ne peux pas faire ça. Toi tu es une femme, tu ne peux pas participer à ça. Pendant qu'elle a vraiment, comment dirais-je, elle a vraiment... Le profil qu'il faut. Oui, le profil qu'il faut, mais elle n'y arrive pas au fait. Ouais, au fait, je le disais sur mes posts d'hier d'ailleurs. Okay. Tout ce que je fais, je ne le fais pas pour moi, mais c'est pour démanteler les systèmes. Ok, ça peut paraître plus politique et tout. Mais bon, regarde, le système a été mis par les hommes. Ce n'est pas les femmes qui ont mis ce système-là. Et qu'il y a une femme qui n'arrive pas à dépasser ce système-là. Elle doit mettre des stratégies en place. C'est ça, être un leader. Ce n'est pas un non. Non. Elle doit mettre des stratégies en place pour dépasser ça. Parce que si, dans l'ancien temps, on n'avait pas le droit d'aller à l'école, et bon, beaucoup de femmes se disaient, on n'a pas le droit d'aller à l'école, on reste chez nous. C'est comme ça. Mais cette première personne qui a pris conscience et qui s'est bâtie, a mis des stratégies, aujourd'hui, on peut aller à l'école. Bon, les systèmes étaient aussi difficiles, mais il y a des stratégies qui ont été mises en place pour cela. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une justification. En tant qu'une femme leader, elle doit trouver des solutions. Elle doit mettre des stratégies. Mais ce n'est pas pour autant que je suis en train de dire aux femmes de se battre seules. Non. Je suis juste en train de dire aux femmes que c'est qu'une femme veut, Dieu la donne. C'est comme ça. Okay. Alors, si elle veut vraiment ça, elle doit mettre des stratégies en place pour l'avoir. Mais il y a l'autre travail qui doit se faire de l'autre côté, dans des cercles d'autres femmes, en termes de solidarité pour la génération future. C'est de faire des plaidoyers, c'est de faire des actions qui feraient en sorte que nos jeunes sœurs ou bien la génération de nos enfants ne puissent plus subir cela. Et c'est ça, ça sera ça, réussir la lutte au fait. La lutte, c'est pas parce que moi j'ai eu ça, parce qu'on peut juste régler un tout petit peu, qu'on te donne un peu de l'espace pour passer et qu'on ferme encore pour la génération future. La lutte c'est réussi quand toi tu en bénéficies et les générations futures. Donc, les gens qui ont milité qui ont commencé à militer pour l'égalité homme-femme, aujourd'hui, on peut se dire que ça valait la peine tout ce qu'elles avaient subi. Parce qu'aujourd'hui, il y a moi qui a un peu de l'espace de liberté. Tu vois. Mais si seulement si ces femmes-là pouvaient se limiter, bon, comme moi, on m'a donné cette possibilité, on reste là. Moi, j'ai déjà ce que je voulais. On ne devrait pas se retrouver ici. On ne devrait pas en train de parler, tu es consciente, parce que les femmes ne devraient pas parler devant les gens, mais quand même, elles sont allées jusqu'au point de démanteler tout un système. Et c'est comme ça, à chaque fois quand une femme leader fait une action, elle devrait réfléchir en termes de la future génération. C'est pas seulement à moi, c'est pas seulement bénéfique à moi. Qu'est-ce que je vais léguer à la nouvelle génération? Qu'est-ce que la génération future va retenir de cette lutte? Quand on veut avoir, par exemple, une femme présidente. Je prends ça juste comme ça, parce que c'est un rêve qui va bientôt se réaliser. Okay. Alors, on veut avoir une femme présidente, par exemple. Alors, il faut mettre des mécanismes en place pour permettre qu'on ait cette femme présidente. La première peut se battre avec les hommes
comme elle pourra le faire. Mais quand même, il faut après que moi j'arrive là-bas, je mets des garde-fous pour protéger cela. Ça fait tendance, par exemple, au ministère du genre. En fait, je ne sais pas trop si vous l'avez déjà remarqué, ça fait tendance genre, ministère du genre égale femme. C'est comme ça qu'on fait. Bien que les fréquent, en fait. Oui, bien que le genre ne se réfère pas seulement aux femmes, mais c'est comme l'acquis que les femmes ont déjà eu dans chaque gouvernement. Et c'est parce qu'il y a eu peut-être les femmes qui ont essayé un peu de sécuriser ça. Parce qu'on s'est dit, bon, ça c'est notre ministère. Bien que les genres ne se réfèrent pas seulement aux femmes, mais quand même c'est comme notre acquis dans le gouvernement. On sait qu'on aura toujours une femme là-bas, donc c'est une femme de plus dans le gouvernement. Donc c'est au fait ça la réflexion. La réflexion, d'une part, c'est que chaque femme qui veut aller loin doit vraiment mettre des stratégies pour... ça peut être des stratégies qui ressembleraient à des stratégies individuelles pour passer l'étape qui vient après. Mais quand même, elle doit réfléchir en termes de sécuriser ça pour la génération future. C'est pas intéressant. C'est dire qu'on est leader et qu'après qu'on est passé, hein, on n'a rien laissé à la génération future. Ça ne va pas. Donc, comme il y a des gens qui ont commencé, là où on est, il y a des gens qui se sont bâtis pour qu'on en arrive là. Il est de notre devoir d'offrir l'environnement encore plus propice aux femmes dans les générations qui viennent. Donc, on n'a pas le droit de se dire, bon, nous, on a déjà... Parce que moi, je peux me dire, ok, je peux parler, je peux étudier, je peux travailler, je peux voyager comme je veux, je peux avoir mon argent, je l'utilise comme je veux, je peux me glorifier pour ça. Mais, bon... Qu'est-ce que je laisse à la génération future? Ça, c'est pour moi. Mais la génération future, qu'est-ce que je laisse en termes de l'ouverture des opportunités qui sont sécurisées, attachées, bon, disons, qui sont plus féminins, quoi. Qu'est-ce que je laisse? Et si je ne fais pas ça, je vais me dire, bon, je suis en train d'échouer parce que, bon, moi, j'ai disparu et tout part avec moi. Ok, voilà. En tant que juriste, non pas juriste, mais leader, hein, en tant que leader, vous êtes appelé à former et à informer les autres. Alors, j'ai juste une petite question de curiosité. Comment mesurez-vous le succès de votre leadership? Ouais, je l'ai déjà dit. Donc, c'est pas par rapport à ce que je peux avoir ou bien les opportunités que moi, j'ai pu avoir. Ça c'est quelque chose sur quoi quelqu'un peut en être fier, mais c'est quand tu peux te dire... j'ai sécurisé, j'ai ouvert de portes, j'ai laissé autant de personnes capables de faire ce que moi je fais par exemple, ou bien en faire plus. Et aussi, elles ont des opportunités où elles peuvent déverser toutes ces compétences qu'elles ont. Donc pour moi, je mesure ce que j'appelle réussite par rapport à ce que je lègue aux autres. C'est pas forcément à ce que moi j'ai gagné. Qu'est-ce que moi j'ai laissé aux autres? Donc, autour de moi, je me pose toujours cette question. Si je partais aujourd'hui, est-ce que je vais partir avec tout? Ou bien est-ce qu'il y a une personne qui peut faire ça à la place où je l'ai fait, elle le fait bien, ou bien elle le fait plus mieux que moi? Et c'est ça la question que je me pose. Donc, pour mesurer ma réussite, je regarde autour de moi. Est-ce que j'ai des personnes compétentes à faire ce que moi je suis en train de faire ou bien j'ai déjà fait? Et si je ne trouve pas ça, je me remets en question. Et je pense au stade où je suis un tout petit peu fière de mon travail parce que au moins j'ai quelques personnes sur qui je peux me dire je ne suis pas disponible, mais elles vont aller faire le travail que j'ai fait de manière impeccable. Je suis fière au fait. Donc, ça, je peux le dire. Mais la partie sur quoi je suis en train de travailler, c'est la partie génération plus future dans le sens où les opportunités qu'il y a, ou bien les opportunités qui peuvent être disponibles, est-ce que les semblables à moi peuvent en avoir aussi accès facilement sans que ça soit seulement moi. Parce que facilement, tu me dis, ok, il y a cette opportunité, je te dis, moi, je ne suis pas disponible. Est-ce que tu es capable à nous faire confiance ou bien à me faire confiance pour donner ça à quelqu'un d'autre? Et si ce n'est pas encore arrivé, il faut que je force la main que ça arrive. Ok. Alors, Madame Crispine, dans votre profil, j'ai entendu le mot sexiste. Alors, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez de l'égalité du sexe et de l'autonomisation de la femme? Ah, c'est une question. En fait, qu'est-ce que je pense? C'est que moi, j'aime pas trop utiliser les concepts d'égalité et tout. Bon, bien que
c'est un programme avec tous les éléments possibles pour aboutir à l'avancement de femmes et tout. Okay. Mais moi, j'ai toujours voulu dire, les femmes, elles sont des êtres humains, elles sont venues sur la terre, elles veulent s'exprimer avec leurs compétences et tout ce que Dieu les a donné, et elles n'ont pas besoin de se comparer à qui que ce soit. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie seulement que pour moi, quand on parle de l'égalité homme-femme, ce qui me vient directement à l'esprit, une être humain, laisse-moi le dire comme ça, qui veut vraiment vivre pleinement sa vie et déployer ses potentiels tels que le veut, sans être contrecarré ou bien limité par qui que ce soit. Que ce soit un mari, que ce soit un parent, que ce soit qui, parce qu'elle est juste une femme. Et quand moi je parle des sexistes, ce sont ces discriminations-là attachées au sexe. Bon, parce que tu es une femme, tu ne peux pas faire, bon. Et puis bon, et ces compétences, quand Dieu me les avait données, il voulait quoi en me donnant ça? Il voulait que je les utilise. Ouais. Mais vous me dites que je ne peux pas les utiliser parce que je suis une femme, ça ne va pas. C'est comme faire des bras de fer avec la personne qui m'a donné ces compétences. Okay. Donc, c'est au fait de ça. Mais quand je parle de l'autonomisation de la femme, bon, au fait, effectivement, on a été très longtemps dans... Appelons ça, je ne sais pas si je vais appeler ça oubliettes ou bien dans les sous-estimations et tout. Et là, il faut qu'on arrive à donner à ces femmes-là des compétences afin qu'elles soient capables d'exprimer tout ce que je venais de dire dans la première partie. Parce que je peux avoir tout ça et ne pas savoir que j'en ai. Mais dans l'autonomisation, j'aime bien ce que Congo Mwinda avait mis en place en parlant de l'autonomisation cognitive. Okay. Parce que pour cette pensée, c'est que cette pensée, tout commence par la réflexion. Donc, si, par exemple, même l'autonomisation, c'est pas financière et tout, échouerait si l'autonomisation cognitive n'a pas fait son travail. Parce que si la tête ne fonctionne pas, on n'aura pas toutes ces questions. Donc, pour moi, quand on parle de l'autonomisation, la première chose qui me vient à l'esprit, je pense à la tête de la femme pour essayer un peu de soulever, d'enlever ou bien de remplacer, parce que la nature a horreur du vide, de remplacer toutes ces questions-là de sous-estimation, de l'incompétence, on a pu nous montrer que les femmes ne peuvent pas, et tout, par des concepts comme vous êtes des lionnes, vous pouvez, et tout, et c'est que la femme veut, et puis elle peut l'obtenir, et tout, et c'est autour de ça. Maintenant, les autres aspects économiques, c'est pas opportunité, et tout, ça vient quand la tête va déjà bien. Pour moi, je me dis, si la tête a de sérieux problèmes, je me sous-estime, je n'ai pas confiance en moi, je ne sais pas toutes les questions là de savoir vivre et tout ça, ça entre pour moi dans la tête. Et si, par exemple, la femme n'a pas tout ça, même si on l'offre des opportunités, elle va gâcher. Ça ne va pas marcher. Et donc, pour moi, quand on parle de l'égalité, c'est que je me dis dans ma tête, c'est que laisser la femme exprimer les compétences que Dieu a mis en elle. Et quand on parle de l'autonomisation de la femme, dans un premier temps, moi, je passe à l'autonomisation cognitive. Ok. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais excusez, je ne saurais pas vraiment finir cette émission sans poser toute cette question. Madame, avec tout ce qui est en train de se passer, la technologie, le mode et tout, comment voyez-vous l'avenir du leadership féminin? En tout cas, ça promet. Ouais, ça promet dans le sens où il y a déjà des femmes qui s'élèvent, qui servent des autres de mentors. Et pour moi, c'est déjà une réussite parce que on ne réussit pas seul au fait. Alors déjà, quand il y a des femmes qui accompagnent des autres, moi, je me dis, le leadership féminin a de l'avenir. Et je l'ai dit ici, on aura une femme présidente. Donc, tu vois, je crois à cette conviction-là, je crois, tu la tires où? Je crois à la... En fait, non, on ne croyait pas qu'on devrait avoir une femme Premier ministre, mais on l'a eu. Donc, ça peut toujours nous arriver. Okay. Tant qu'on y croit et on travaille. Donc, moi, je pense que l'avenir du leadership féminin est vraiment assuré. Dans le sens où j'ai dit d'abord, il y a
des femmes essayent de faire ces mentorats avec la façon dont elles le font, surtout avec cette coopération et cette co-création que les espaces féministes donnent aux jeunes femmes. Il y a aussi l'aspect de la nouvelle technologie qui entre en jeu. Tu vois, aussi les recrutements se font par les intelligences artificielles. C'est pas trop discriminatoire, quoi, parce que c'est... En fait, en tout cas, ça diminue en fait les taux de discrimination qui, quand c'est des êtres humains qui essaient de voir ces jeunes. Et puis ces gens, tu vois, et tout, tu vois cet exercice-là. Mais quand ce sont des intelligences artificielles, c'est pas trop. J'ai un peu plus de confiance en termes de discrimination, moins de discrimination à l'intelligence artificielle. Mais aussi, la nouvelle technologie offre plusieurs opportunités de formation aux femmes. Donc, facilement, je peux être formée, je suis dans ma chambre chez moi, et je suis formée par une autre femme qui est très loin là-bas, et c'est grâce à la nouvelle technologie. Pour moi, j'ai vraiment confiance à l'avenir du leadership féminin, avec toutes ces opportunités que la nouvelle technologie nous offre, que les anciennes générations n'avaient pas. Donc, je peux apprendre directement à partir d'une autre personne, j'apprends des expériences des autres en étant dans ma chambre, et j'essaie de forger, de corriger et d'améliorer ce que moi je fais de manière quotidienne, quoi. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Je suis Caleb Loukani. J'étais avec Madame Crispine Guéna, une leader en tout cas, et nous avons eu à l'écouter et j'espère que ça sera aussi bénéfique pour vous. D'ici là, nous allons vous laisser, mais n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et de partager pour de nouvelles émissions. Portez-vous bien. Merci.